j'en ai parlé aussi la semaine dernière, mais qu'on va prendre, c'est un exemple qu'on appelle restauration d'image. Alors, ça c'est évidemment, donc ça arrive à la deuxième mot-clé de ce cours, restauration d'image. Alors, ça vous est sûrement déjà arrivé d'avoir utilisé un appareil photo et mal réglé donc, le diaphragme, la distance, et que vous ayez donc une image qui soit floue. Alors, cette image floue, donc ici, l'appareil photo, l'entrée d'un appareil photo, c'est une scène que vous cherchez donc à imaginer. Évidemment, donc, la scène, en général, c'est 3D, mais imaginez que vous avez, à la limite, une feuille de papier sur laquelle vous avez un dessin que vous voulez photographier. Et que ce feuille de papier qui est en 2D, vous avez posé juste à la distance focale devant votre appareil et vous cherchez à le regarder. Alors, pourquoi je précise ça, une feuille de papier? C'est pour travailler en 2 dimensions. Donc, la feuille de papier, le dessin que vous avez donc devant l'appareil photo, on appelle ça une image, en langage mathématique ici. Et une image, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on peut le représenter par une fonction qui dépend donc de 2 coordonnées, x et y de l'espace. Sur votre feuille de papier, c'est 2 coordonnées x et y. Vous avez donc un point c'est un pixel, en langage de l'image qu'on parle. Sur ce point-là, vous avez un niveau de gris ou un niveau de couleur. Pour l'instant, travaillons en niveau de gris. Donc, le niveau de gris, c'est f. Ça, c'est le coordonnées. Et donc, mathématiquement, une image, c'est une fonction qui dépend donc de variables x et y. Et en sortie donc, de l'appareil photo, c'est pareil. Sous la partie qui est donc, aujourd'hui, les CCD, donc c'est un capteur, pareil, de nouveau, plan. Donc, c'est une fonction qui dépend donc de 2 coordonnées, g de x, y. Et sur ces coordonnées, effectivement, chaque pixel, chaque CCD, il mesure une quantité qui est l'intensité, qui est proportionnelle à l'intensité de la lumière qui arrive donc à ce point. Donc, ce qui est mesuré, c'est une image. À l'entrée de votre appareil, c'est aussi une image. La relation entre l'entrée et la sortie. Si l'appareil est bien réglé, si votre objectif est de bonne qualité, si votre scène se trouve bien à des distances focales comme il faut, effectivement, l'appareil est fait de telle sorte que, d'après les lois de physique, d'après les lois donc, de toute la partie optique donc, de l'instrument, de telle sorte que G de XY soit proportionnel, peut-être à des échelles différentes, mais en tout cas proportionnel. Effectivement, ici, les coordonnées, la taille de ces CD est beaucoup plus petite en général que la taille de scène, mais ça, c'est avec le rapport entre la distance que les choses se règlent. En tout cas, G de XY est relié à f de XY à un coefficient près, et dans ce cas, vous avez un instrument parfait. Alors, imaginez donc cette même situation, mais que cette fois-ci, vous avez mal réglé votre distance, ou bien que la scène ne se trouve pas juste à la distance focale, un petit peu plus loin ou un petit peu plus proche. Qu'est-ce qui se passera dans ce cas? Dans ce cas, ce que l'image qui est ici, on dit en langage courant que l'image est floue. L'image est floue dans le sens où si votre dessin consistait juste une feuille blanche avec un point noir, au lieu d'avoir ici sur votre image juste un point, un pixel qui soit noir et ailleurs tout dépôt, vous avez donc ce qu'on appelle une tache focale. Et cette tache focale, je pourrais le représenter par h de xy. Et une première modélisation qu'on pourrait faire entre G et F, évidemment c'est une modélisation très approchée, sinon il faudra aller regarder l'optique, si la scène se trouve quand même, qui n'est pas très étendue. Si le diaphragme est de telle sorte que l'image qui est arrivée ici soit à peu près raisonnablement donc les proportions qu'il faut, dans ce cas, on pourrait dire qu'il y a un lien entre G et F qui est de nouveau une relation de convolution. Alors, une convolution en 2 dimensions cette fois-ci, que je peux l'écrire sous cette forme.
H sur X moins X', Y moins Y', X', Y. Et donc H, ici, qu'on appelle tâche focale, ou bien en anglais, point discrete function. PSF, c'est quelque chose que vous entendez très couramment, vous trouvez donc dans les articles. Et c'est exactement, en français, on dit la réponse 1 plus n. Alors, cette nomination réponse 1 plus n, c'est pour pouvoir faire la même chose ici, réponse de l'instrument. Dans ce cas, avec cette idée-là, ça on appelle effectivement aussi pareil, réponse 1 plus n. Donc, ton instrument. Et donc, vous voyez que vous avez la même relation donc, de convolution en 1D, qui devient ici aussi une convolution en 2D, que de manière sommaire, de nouveau, on écrit F de XY, convolution avec HX. Donc, ici aussi, c'est pareil. Si vous connaissez les caractéristiques donc, de la réponse implicionnelle, si vous connaissez F, calculer G ne pose pas de difficulté particulière. Mais, de nouveau, on va voir, les mêmes problématiques vont apparaître. Je vais rajouter un troisième problème ici, qu'on appellerait des convolutions aveugles. Des convolutions aveugles, qui est, si je connais juste la sortie, est-ce qu'il est possible de trouver l'entrée et acheter? Ceci est valable aussi, évidemment, dans ce cas. Alors, ce qu'on appelle restauration d'image, en langage courant, c'est beaucoup plus étendu. Lorsque vous avez une photo qui est prise, toutes les manipulations que vous pouvez faire avec Photoshop, on pourrait l'appeler ça restauration d'image. Mais en langage mathématique ici, nous on va parler donc plus précisément donc, de déconvolution d'image, qui consiste par le mot restauration d'image dans ce cours. Nous parlons donc de déconvolution qui consiste à, étant donné donc l'image observée, qui est une image floue, étant donné donc la tâche focale, retrouver donc l'image originale. C'est-à-dire donc restaurer dans un sens l'image ou augmenter la résolution d'une image ou bien effectivement éliminer l'effet donc de flou. Bien, donc voici donc deux exemples donc, de situations. Je vais vous donner donc un troisième exemple qui décrit le troisième mot, qui est reconstruction d'image. Ou bien on appelle ça imagerie. Alors, jusque-là, on a travaillé donc avec une image, une scène, que l'œil pouvait voir aussi. Donc de l'extérieur de quelque chose. Alors, troisième aspect, donc, des exemples que je vais prendre, et surtout c'est probablement le plus important, c'est lorsqu'on voudrait voir l'intérieur d'un objet. Donc vous voulez voir l'intérieur d'un objet, voici un objet, et vous voulez voir donc l'intérieur. Alors, une solution, c'est effectivement, vous voulez voir l'intérieur du cerveau, vous voulez voir l'intérieur, donc vous détectez un tumeur donc, du sein, vous voulez trouver donc l'intérieur d'une section donc, de thorax, ou bien vous voulez voir l'intérieur d'une pièce que vous voulez contrôler pour savoir si à l'intérieur, une pièce métallique, si à l'intérieur il n'y a pas un défaut. Donc, comment voir l'intérieur d'un objet? Alors, plusieurs solutions. Soit l'objet émet quelque chose. Vous savez que n'importe quel objet, par exemple, émet des infrarouges. Ça, c'est quel que soit l'objet. Bien sûr, plus l'objet est chaud, plus l'émission est forte, et plus on a des capteurs pour mesurer donc, ce qu'on appelle les infrarouges. Donc, si l'objet même émet quelque chose, on va pouvoir, à l'extérieur, mesurer donc ces émissions qui viennent donc de l'intérieur de l'objet et on vous
voudrait bien, effectivement, à partir de ces mesures d'émission à l'extérieur de l'objet, essayer de fabriquer le mot reconstruction. Je ne sais pas pourquoi le mot ça a été appelé reconstruction d'image. Le mot ça aurait été plutôt construire une image. On voudrait construire une image de l'intérieur de l'objet. Et l'intérieur de l'objet, quand on dit construire une image, ça veut dire qu'on va essayer donc, en fonction donc, de différentes positions à l'intérieur de l'objet, essayer donc de fournir une image sur l'écran de l'ordinateur, mais la valeur donc, de chaque pixel de l'image représenterait quelque chose de l'intérieur de l'objet. Par exemple, ce que je pourrais appeler f de x, y, à la position x et y, f pourrait représenter la conductivité de la matière, si c'était une application en contrôle non destructif. Vous avez un objet métallique, si vous représentez dans une section la variation de la conductivité, les endroits où la conductivité est forte, c'est du métal, les endroits où la conductivité est faible, c'est de l'air, par exemple. Ou ça pourrait être la variation de la permittivité. Ça pourrait être la variation de la vitesse de propagation des ultrasons. Ça pourrait être la variation d'une quantité physique auquel vous êtes intéressé. Plus souvent dans les techniques, par exemple, d'imagerie à rayons X, on s'intéresse à la densité de la matière. En particulier pour la détection d'un tumeur, on sait que les zones qui sont donc des tumeurs ont une densité plus forte que les autres masses. Donc, f de x, y représente une quantité physique auquel on s'intéresse à l'intérieur de l'objet. Alors, évidemment, ce qu'on peut mesurer à l'extérieur, il faudra qu'il soit en lien avec cette quantité. Par exemple, si f représente la température, évidemment, on sait qu'une zone qui est température élevée émet donc des infrarouges. Donc la quantité d'infrarouges qu'on pourrait mesurer ici montre dans un sens que c'est lié avec ça. Alors, donc ça c'était dans le cas où l'objet même émet quelque chose. Maintenant, deuxième situation, c'est l'objet n'émet pas, ou bien on ne peut pas, on n'est pas capable donc, de mesurer donc, cette émission-là. Et dans ce cas, on pourrait lui envoyer quelque chose. Par exemple ici, je pourrais mettre une source de rayons X. Je vais prendre l'exemple de rayons X parce que ça va être cet exemple-là que je vais détailler un peu plus. Donc vous allez ici mettre une source de rayons X avec une intensité X0. Et face à ça, ici, vous allez mettre un détecteur et vous allez mesurer la quantité donc, de l'énergie qui arrive sur le détecteur. Donc ce que vous mesurez, c'est I sur I0, ou plutôt logarithme de I sur I0 en échelle logarithmique. Alors, cette quantité que vous allez mesurer ici, évidemment, vous allez le mesurer donc, en différentes positions donc, de émetteur et détecteur. Et à partir de ça, on va pouvoir fabriquer une image qui représenterait donc, la densité de la matière. Alors pourquoi je dirais la densité de la matière? Parce que l'atténuation, I sur I0, va être proportionnelle à la densité de la matière. Alors, imaginez que ici, à l'intérieur, c'est juste un objet métallique, par exemple, ou un objet dense. Ici, à l'extérieur, c'est l'air. Si on imagine que dans l'air, les rayons ils vont y aller sans être atténués, à l'intérieur, ils vont être atténués, il est évident que la quantité logarithme de I sur I0 que je vais mesurer ici va être proportionnelle à quoi? Va être égale ou proportionnelle à quoi? La longueur de trajet, L, multiplié par F, F qui est donc la densité à l'intérieur, si c'est homogène, F à l'intérieur homogène, multiplié par L, et ça donne effectivement donc l'atténuation. Alors, maintenant, évidemment, si l'objet est homogène à l'intérieur, finalement, on n'a pas grand intérêt. C'est pas à ces genres d'objets-là qu'on s'intéresse. On s'intéresse effectivement, on veut voir à l'intérieur du cerveau, à l'intérieur d'une section de thorax, ou n'importe quelle partie donc, de corps humain. Et surtout, si on s'intéresse, c'est les situations où F, en fonction des différentes conditions, est variable. Alors, si F à l'intérieur est variable, évidemment, on va prendre une petite longueur ici, dl, et donc ici, on va mettre égal. Et on va avoir ici f de x
xy à la position ici xy, qui multiplie par dl, l'élément de la longueur. Et après, il faut sommer ça sur toute la longueur. Donc ici, vous avez l'intégrale sur L, L étant la ligne droite qui relie l'émetteur et le détecteur. Et cette quantité-là, qu'on va pouvoir mesurer, et là, tout de suite, on a donc le modèle. On sait que ce que je peux mesurer, je pourrais l'appeler G. Ce qui m'intéresse donc à l'inconnu en question, et j'ai un lien, un modèle mathématique qui me relie G avec. Ça, c'est exactement la modélisation directe du problème. Alors, ici, on a pris l'exemple de rayons X. Les rayons X vont en ligne droite, parce que la longueur d'onde est très faible. Et les seuls phénomènes physiques qui vont intervenir, c'est juste l'atténuation. Dans une première approximation. Nous verrons donc peut-être plus tard, si on va rentrer un peu plus dans les détails, il y a plein d'autres paramètres qui vont intervenir. Si on voudrait vraiment modéliser très finement donc, le lien, ce ne sera pas donc cette relation linéaire très simple que j'ai écrite, mais dans une première approximation, si on suppose qu'il y a juste le phénomène d'atténuation qui intervient, voici donc le lien entre le grandeur observée, grandeur inconnue, et une relation mathématique qui relie ces deux relations. Alors, pour pouvoir aller un petit peu plus loin et écrire, détailler un petit peu plus cette relation-là, on va prendre une géométrie, on va décrire ça un petit peu plus précisément. Alors, évidemment, comme je dis, il faudra qu'on puisse faire cette mesure-là tout autour de l'objet. D'accord ? Alors, il y a ce qu'on appelle, pour pouvoir écrire de manière mathématique très simple, la relation entre G, ce que j'observe, et ce que je cherche à trouver. Il y a ce qu'on appelle une géométrie parallèle. Ça veut dire que je place ici émetteur, je place ici détecteur. Et émetteur et détecteur, je le déplace en cours d'eau sur deux lignes parallèles. Ce qu'on appelle géométrie, acquisition en géométrie parallèle. Et donc pour ça, pour pouvoir aller un petit peu plus loin au niveau de détails mathématiques, je vais dessiner ici les coordonnées X et Y. Je vais décrire ici cette ligne droite là qui passe, je vais le décrire avec deux variables, R et Φ. D'accord ? Je vais dessiner cet axe-là que je vais appeler donc l'axe R. L'axe qui est perpendiculaire, je vais l'appeler l'axe S. Et ici, donc, je vais déplacer le détecteur à émetteur et détecteur en ces différentes positions-là. Et on va pouvoir mesurer à chacune de ces positions-là quelque chose. Donc, supposez qu'à cet endroit-là, j'ai mesuré ça, à cet endroit-là, j'ai mesuré ça, à cet endroit-là, j'ai mesuré ça. On va pouvoir dessiner une courbe que je dois le nommer. Comment je vais le nommer? Cette courbe, c'est une fonction de R, parce que ça c'est en parallèle avec ça. C'est une fonction de R et de l'angle phi. Okay? Donc l'angle phi qui est là, R qui est donc le coordonnée qui est ici. Les valeurs pour un angle phi fixé, pour les différentes positions de R, je mesure donc la quantité G de R et phi. Et donc, G de R et phi, je vais pouvoir écrire cette relation-là. Et ici, L, parce que ici à droite, j'ai X et Y, ici j'ai R et phi, il faudra que R et phi se trouvent quelque part. Ce quelque part, c'est ici. La ligne droite, cette ligne droite, c'est écrit avec deux paramètres, R et phi. Quelle est l'équation de cette ligne droite? L'équation de cette ligne droite, c'est l'ensemble des points X et Y, tel que l'ensemble des points X et Y, tel que l'équation de cette ligne droite, c'est très facile à décrire. Un petit peu de géométrie, si vous vous rappelez. X cosinus phi plus Y sinus phi égale R.
Alors, ce qui me permet, ce que je viens d'écrire ici, me permet de réécrire cette équation-là. Je vais le réécrire, G de RFI égale intégrale. Alors, c'est une intégrale sur une ligne droite. Donc, je vais écrire ça sous forme d'une intégrale double. Vous allez voir pour quelle raison je vais faire ça tout à l'heure. Je vais l'écrire sous forme d'une sorte d'intégrale double. Mais pour pouvoir dire que c'est f de xy qui doit être seulement multiplié par la longueur, l'élément de la longueur, il suffit que ici je mette une fonction delta. En fait, je vais écrire, parce que l'intégrale doit se faire seulement sur cette ligne droite et pas ailleurs. Et l'équation de cette ligne droite, comment c'est écrit? L'équation de cette ligne droite, c'est s'écrit r moins x cosinus phi moins y sinus phi. Et ici, dx. Alors, pourquoi ces deux équations sont absolument identiques d'un point de vue mathématique? Pourquoi je l'ai écrit sous cette forme? C'est juste pour vous montrer que ça va être le troisième exemple qu'on va pouvoir traiter. D'ailleurs, avant que j'oublie, cette relation-là, on l'appelle transformée de radon, ceci ou ceci. Ça s'appelle transformée de radon, parce que c'est M. Radon qui s'est intéressé donc à cette équation-là, qu'il a trouvé donc une inversion de cette équation. On va venir en parler. Je vais garder donc ces trois équations-là et je vais le réécrire un petit peu plus en détail. Ici, nous avons vu que c'était quoi? C'était f de t, h de t moins taux, enfin f de taux, h de t moins taux, des taux. Regardez donc l'exemple numéro 1, l'exemple numéro 2, l'exemple numéro 3. Pour l'instant, pour l'exemple numéro 3, je vous ai parlé quel lien existe entre ce que je peux mesurer et l'inconnu. D'accord? Modélisation. Cette modélisation, c'est pareil pour les deux autres. Évidemment, pourquoi on a fait cette modélisation? C'est pour, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de trouver une image de l'intérieur de l'objet. Ça veut dire que c'est ça qui est inconnu. Et qu'est-ce que moi j'observe? C'est ça que je connais. C'est pourquoi on a besoin donc d'inverser cette transformée de radon, résoudre le problème inverse correspondant. Alors, maintenant, ce que je voudrais bien que vous observiez entre l'équation numéro 1, l'équation numéro 2 et l'équation numéro 3, et une équation que j'ai écrite tout à l'heure, qui était G de t égale intégrale de f de taux, h de t virgule taux des taux. Ça, c'était le cas général. Et pour le cas spécifique, où la réponse h de t et taux était invariante dans le temps, on obtenait donc l'équation numéro 1. Alors, ce que je vais pouvoir le faire ensuite, vous allez voir, c'est que je peux vous en donner donc plein d'autres exemples et des applications dans divers domaines. Instrumentation, imagerie en radioastronomie, imagerie en spectrométrie, imagerie en microscopie électronique, imagerie en contrôle instructif des différentes techniques, ultrasons, micro-ondes, courant de Foucault, l'imagerie sismique. Je peux vous en donner plein d'autres exemples, des applications dans lesquelles, exactement à partir de physique du problème, on arrive à décrire des équations mathématiques qui relieraient ce que je pourrais observer par rapport à ce que je cherche. Évidemment, ce que je cherche suivant l'application est différent, ce que je peux observer suivant l'application est différent, et c'est là l'intérêt, donc je dirais, des mathématiques, c'est que à partir du moment où j'arriverai à écrire ce lien par une équation mathématique, à partir de là, et si je peux trouver des points communs entre ces différentes applications, on va pouvoir fournir une méthode générale pour résoudre tous ces problèmes.
Et si maintenant on compare tout ce que j'ai encadré, vous allez voir que tout ce que j'ai encadré, je vais pouvoir l'écrire. Je vais ici. Je vais prendre cette partie donc, du tableau pour l'écrire, pour résumer. Donc, je vais pouvoir l'écrire tout ça sous la forme de G de quelque chose égale intégrale. Alors, intégrale, je peux vous en donner d'autres exemples où, si c'était un problème en 3 dimensions, l'intégrale ce serait une intégrale triple. Mais dans le cas général, je dessinerai ici par une intégrale gras, ça veut dire into. Et ici, je vais mettre S avec un bar en dessous, ça veut dire que ça peut être juste un scalaire, mais ça pourrait être aussi plusieurs composants. La même chose ici pour F, je vais l'appeler R. Alors pour R tout de suite, vous voyez, R c'est soit taux, soit x', y', soit x et y, comme ici j'ai marqué. Et ensuite, vous avez la réponse de l'instrument qui dépend donc de S et de R, et ici des R. Alors, on va voir effectivement que finalement, les 3 problèmes que j'ai marqués ici, exactement, ça s'écrit comme ça. Mais si je prends le problème numéro 0, puisque j'ai noté à partir de 1 ici, numéro 0, S c'est T, R c'est taux, et la fonction H, donc c'est H de T et taux. Problème numéro 1, S pareil, c'est T, R c'est taux, sauf que ici, la fonction a une spécificité qui est T moins taux. Problème numéro 2, S c'est les coordonnées dans l'espace, c'est Y. R c'est pareil, c'est X', pardon, c'est bien ça. R c'est X' et Y', encore 2 autres coordonnées dans l'espace, X' et Y'. Et la fonction H, c'est une fonction qui est X moins X', Y moins Y'. Problème numéro 3, si on le regarde, S c'est R et phi. Les coordonnées, on pourrait dire cylindriques, polaires. Et R, c'est X et Y. Et la fonction H, qui va dépendre bien sûr, vous voyez dans l'expression qui est ici, vous avez quoi? Vous avez X, Y, vous avez X, Y, R et phi. Ça veut dire le cadre général qui est ici. Donc c'est la fonction H de S et de R. C'est une fonction très spécifique qui s'écrit comme ça. Je peux vous écrire d'autres exemples, mais bon, on va en arrêter là. Ceci, on a appelé convolution. Donc, problème inverse correspondante des convolutions. Ceci, c'est pareil, c'est convolution 2D. Et donc ici, déconvolution 2D. Et cette troisième situation, c'est ce qu'on appelle reconstruction d'image en tomographie X. Alors, le mot tomographie, j'ai oublié donc de mentionner. Tomo, ça veut dire une section. Tomographie, ça veut dire fabriquer une image, une section de l'objet. Et l'origine du mot, c'est effectivement de la date bien ancienne qui consistait en fait, parce qu'ils voulaient, les scientifiques voulaient étudier donc le cerveau, évidemment sur le cadavre. On est donc un morceau de cerveau, le découper en tranches. Et sur chaque tranche, ils prenaient effectivement une photo ou bien juste regarder à l'œil. À l'époque, il n'y avait pas encore donc, des appareils photo. Ils regardaient à l'œil des différentes
différentes tranches et il essayait donc de comprendre ce qui se passe. Donc le mot tomo, c'était effectivement, donc, signifie une section. Tomographie, ça veut dire voir une section, donc un objet. Alors aujourd'hui, on parle de tomographie 3D, ça veut dire qu'en fait, on cherche à fabriquer, finalement, remettre toutes les sections les unes à côté des autres pour fabriquer donc une image 3D donc, de l'objet. Alors, voilà donc les trois exemples. Donc, dans chacun de ces exemples, dans un premier temps, je vais prendre donc cet exemple-là. On va rentrer un peu plus dans le détail. Pourquoi cet exemple-là est l'exemple d'instrumentation? Parce que c'est une situation que on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail et comprendre pourquoi l'objet de ce cours, qui va continuer encore cette autre séance, est essentiellement basé sur ces deux problèmes-là et quelles sont les difficultés. C'est ça qu'on va pouvoir discuter. Donc, commençons donc par des convolutions avec un petit peu plus de détails. Question? Commentaire? Alors, pour la déconvolution, je vais prendre l'instrument thermomètre que j'en ai parlé. Pour pouvoir écrire un lien entre la variation de la longueur et la variation de la température, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la physique, c'est les équations aux dérivées partielles, les équations différentielles, qui décrivent la propagation de chaleur, l'augmentation du volume, à cause de l'augmentation de la température. C'est vrai que quand la température augmente, le volume augmente. Si le volume donc, de liquide à l'intérieur de réservoir donc, de thermomètre augmente, puisque le volume augmente, il y a la longueur, la liquide monte. La température baisse, le volume diminue, donc donc pour pouvoir écrire le lien entre l'entrée et la sortie, il faut que je regarde donc, le schéma électrique, enfin, il faut que j'écrive les équations différentielles qui régissent la relation entre la variation de volume et la variation donc, de la température, en déduire la variation de la longueur à partir de la variation de la longueur. Alors très souvent, puisque la plupart donc, de vous peut-être vous venez donc de E2A, ça veut dire que vous connaissez un peu plus un schéma équivalent qui on appelle schéma équivalent en électricité. L'équation de thermomètre, un schéma équivalent qu'on peut donner pour thermomètre, c'est ça. Ça c'est une résistance et ça c'est un condensateur. Ça ce serait donc le schéma équivalent. Donc ici F de T, ici G de T. Donc ce schéma équivalent, si je voulais écrire l'équation différentielle qui le régisse, en fait c'est que je vais pouvoir écrire que, par exemple, F de T, qui est ici la tension, moins taux dérivé de G de T sur dt égale G de T. Alors, regardez, F de T, c'est la tension qui est ici. La tension au bord, le courant au bord, à l'intérieur de ce condensateur, c'est le dérivé de la tension, dérivé de G par rapport à T, multiplié par taux. Alors, taux, c'est 1 sur RC qui va apparaître. En tout cas, soit vous avez une connaissance plus physique, thermodynamique et tout ça, soit vous avez une connaissance plus électricité. On peut aussi dessiner donc avec masse, etc. Mais là, voilà, voici un exemple de modèle, équation différentielle, qui décrit, équation différentielle ou équation différentielle partielle, qui décrit la relation entre l'entrée et la sortie. Alors ça, c'est sous forme
écriture des équations sous forme équation différentielle. Une autre manière d'écrire les relations, c'est ce qu'on appelle l'équation intégrale. Cette même équation-là, on va pouvoir l'écrire sous forme intégrale, et en particulier ici, si on sait que le système est linéaire, ce qui est le cas, si on sait que le système est invariant par translation, ce qui est le cas, avec ces deux propriétés-là, le système est linéaire parce que les composants qui sont ici, on connaît les comportements donc, de ces composants, tous ils fonctionnent de manière linéaire. La relation entre la tension et les courants dans résistance dans le condensateur, c'est linéaire. Et on sait on suppose que R et C ne changent pas dans le temps, donc c'est un système linéaire et invariant dans le temps. Si c'est un système linéaire et invariant dans le temps, avec ce que vous avez appris dans les 2 années au moins, donc les premières années d'études universitaires, on parle de la fonction de transfert. Fonction de transfert. Quelqu'un peut me donner la définition? Et quelqu'un peut me dire quelle est la fonction de transfert? On le note H de oméga. Ça s'écrit comment? G de oméga sur F de oméga. C'est la réponse fréquentielle donc de sortie sur la réponse fréquentielle de l'entrée. Est-ce que quelqu'un est capable rapidement de me dire quelle est la fonction de transfert donc, de ce système, qui est un système extrêmement simple, système de première ordre? 1 sur J oméga RC. Donc c'est tellement, on le manipule tellement, vous avez sûrement manipulé tellement que donc, ça devient donc, presque une habitude donc, de le voir. Et d'ailleurs, la raison pourquoi j'ai pris donc, cet exemple-là, c'est pour poursuivre. Alors, ce qu'on appelle donc, ça c'est la fonction de transfert. Et quel lien existe entre la fonction de transfert et la réponse impulsionnelle? C'est transfert de Fourier inverse. Donc H de oméga, c'est la transfert de Fourier de H de t. Ça veut dire quoi la transfert de Fourier de H de t? Ça veut dire l'intégrale de H de t exponentielle de moins J oméga t dt. C'est la transfert de Fourier. Donc H de t, qui est la transfert de Fourier inverse, ça me permet aussi donc de vous faire un petit rappel. Transfert de Fourier inverse de H de oméga, qui est égal à intégrale de H de oméga exponentielle de plus J oméga t d oméga. Okay. Transfert de Fourier et transfert de Fourier inverse, ça permet, donc cette écriture, ça m'a permis donc, de vous faire un petit rappel sur le transfert de Fourier et transfert de Fourier inverse. Okay. Bien, alors, puisqu'on a écrit quel lien existe entre l'entrée et la sortie, ici exactement, donc on a G de t égale produit de convolution H de t avec l'entrée F de t. Et cette produit de convolution, ça vient d'où? Ça vient donc exactement de propriété de linéarité. Donc on a cette relation. Cette relation-là, si je vais, pour cet exemple précis, est-ce que quelqu'un peut me dire la transforme de Fourier inverse de ça peut la faire quoi? Oui, c'est une fonction exponentielle. Effectivement, exponentielle de moins t sur taux, et taux étant RC. Taux avec taux égale RC. Donc ici, vous voyez que G de t va s'écrire donc finalement sous la forme de l'intégrale de f de t prime, ou f de taux, exponentielle de h de t que je dois écrire, exponentielle de moins t moins t prime sur taux. Donc, première manière de modéliser équation différentielle. Deuxième manière donc, de modéliser équation intégrale.
c'est l'équation différentielle. Ça, c'est l'équation intégrale. Comment écrire la relation entre l'entrée et sortie sous forme d'une équation intégrale. Et si maintenant vous aviez donc un système et aussi vous avez ce qu'on appelle là, ici j'ai parlé de fonction de transfert en oméga, mais si vous aviez un système dont les caractéristiques pourraient changer, ou bien dont l'entrée et la sortie n'étaient pas harmoniques, dans ce cas, on parle donc de fonction de transfert sous forme de transformation de Laplace. La fonction h, vous pouvez l'écrire h de, alors je ne sais pas, donc transformation de Laplace, vous avez appris avec quoi? P ou S, ou qu'est-ce que vous mettez comme variable? S. F, bon, très bien. H de S égale G de S sur F de S. Et ici, la transformation de Laplace, c'est 1 sur 1 plus tau S. Et donc, une fois qu'en fait, cette transformation de Laplace, si vous l'écriviez, ça multiplié par ça égale ça, vous allez retrouver l'équation, effectivement, l'équation différentielle qui est là. 1 plus tau S qui multiplie par G de S égale F de S. Et donc ça donnerait, transfert de Fourier la place inverse, ça donnerait F de T. Ici, vous avez donc G de T. Et ici, puisque c'est multiplié par S, on retrouve effectivement donc la notion de dérivée, plus tau, dérivée de G de T sur T. Et donc, si vous regardez ça, c'est effectivement l'équation que j'ai écrite ici. Donc, transfert de Laplace, on retrouve l'équation différentielle partielle. Transfert de Fourier, on retrouve l'équation intégrale. Et tout ça, c'est pour tout simplement donc, vous montrer comment la modélisation physique se fait. Et comme j'ai dit, l'exemple de thermomètre, bien qu'il s'agit des équations de propagation donc de chaleur, et ce n'est pas de l'électricité, mais mathématiquement, ça s'écrit exactement de la même manière. Donc, de manière générale, lorsqu'on va modéliser un phénomène physique, il n'y a pas l'équivalent mathématique, quel que soit le domaine, l'équivalent mathématique, c'est soit des équations différentielles partielles, soit des équations intégrales, soit on parlerait donc des fonctions de transfert, soit on parlerait donc de fonctions de transfert dans le domaine de Laplace. Et vous avez donc tous les éléments en main pour pouvoir décrire ça. Alors en 2D, ben, l'exemple ici, et ça va être exactement de la même manière. Vous aurez des équations de... Voilà. Ici, très souvent, on parle du temps. On parle du temps d'un côté, et on parle aussi de fréquence. Fréquence, c'est oméga. T, c'est le temps. On parle d'écrire les équations dans le domaine temporel, écrire les équations dans le domaine fréquentiel. Ce que je vais vous dire ici, pour le deuxième exemple, c'est exactement la même chose. Vous aurez soit des équations différentielles. Exemple, l'équation différentielle qu'on va voir, c'est G de XY égale plus tau X dérivé de G par rapport à XY par rapport à X, plus tau Y dérivé de G par rapport à Y égale F de XY. Voici donc la situation qui correspond à cette équation. Tau X, c'est le constante suivant l'axe X. Tau Y, c'est le coefficient suivant l'axe. Quand vous avez une équation différentielle partielle, on parle des coefficients donc, de cette équation. Et voici donc ici, vous avez donc... Et ici, X, Y, on parle de l'espace, des coordonnées de l'espace. On parle de modélisation spatiale.
Et évidemment, vous pouvez aussi faire la même chose dans le domaine Fourier. Dans le domaine de Fourier, soit on note oméga x comme oméga y, soit on note u et v, suivant donc les habitudes. Les deux coordonnées, voilà. On parle donc ici, on parle donc de deux domaines Fourier spatial. Donc c'est l'équivalent donc domaine de Fourier, domaine de temporel. Donc on parle de fréquence spatiale, suivant x, fréquence spatiale, suivant l'axe physique. Et évidemment, on peut étendre ça en 3 dimensions et parler donc coordonnées x, y, z et coordonnées u, v, w lorsqu'il s'agit donc des équations et des relations. Parce que cette équation de convolution, très facilement, vous rejetez ici z' et z, et ici vous aurez donc des équations de convolution en 3 dimensions. Oui. Comment trouver cette équation de différence spatiale à partir normalement, cette équation de différentielle, on l'obtient à partir des équations de physique, du phénomène qu'on est en train de faire. Là, ici, il faudra que vous fassiez un schéma avec les lentilles, la position donc, des axes, la position machin, etc., écrire toutes les relations de trajectoire donc, des rayons, les équations de trajectoire de rayons et tout ça, pour pouvoir arriver à l'équation. Mais c'était juste là ici, par analogie, je vous ai montré que c'est un bien entre eux. C'était juste par analogie. Donc je ne saurais pas faire, si je vous avais dessiné un schéma optique, je ne crois pas que je me souviendrai donc, des équations donc, de trajectoire optique pour pouvoir écrire toutes les équations. Donc toute la partie physique, c'est... Mais là c'était juste comparer par rapport à un dé, de dire qu'on peut arriver à ça. Et après de ça, on va arriver à ça, ou la vice-versa.